Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Piot, donc je suis adjoint au délégué général de France Éclat. Bienvenue au webinaire sur la tribofinition sur comment optimiser le polissage des pièces complexes par les machines à mouvement planétaire. Merci d'être là. Ce webinaire renoue avec une ancienne tradition pré-Covid, donc c'est dire si c'est vieux, de présenter de manière un peu plus one-to-one nos études. Ça nous permet en fait, d'échanger en temps réel avec vous sur vos sujets, vos pain points et tout ce sur quoi on pourrait vous aider. Pour ça, il y a une petite séance de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis deux, ça nous permet également d'incarner les enjeux puisque tout le monde n'a pas la chance de connaître Julien, ni d'avoir échangé avec lui, puisque en dépit de sa jeunesse, c'est quand même un vieux outil de la finition chez nous. Donc n'hésitez pas à l'interroger et à revenir vers lui, que ce soit pendant le webinaire ou après, via un mail ou en l'appelant, si jamais vous avez des questions que vous avez envie d'aborder en toute confidentialité, c'est des choses qu'on sait faire. Et puis pour vous rappeler que ce sujet s'inscrit dans le cadre de notre projet New Besançon. New Besançon, on a fait des économies en frais de naming, je ne cache pas, qui est une logique de guichet technique unique pour nos filières avec un enjeu de proximité, d'où ce webinaire. Et je cède la parole à Julien pour qu'il puisse présenter tout ça. Julien, bon courage. C'est à moi. Merci, bonjour à tous. J'ai vu dans les inscrits et dans les participants, il y a des personnes que je connais, d'autres que je connais pas encore. En tout cas, bienvenue à tous pour ce webinaire dédié aux machines planétaires. Je m'appelle Julien Dupré, je suis chef de projet finition à France Éclat. Et je vous propose qu'on discute ensemble à partir de ce contenu. Il y aura les points 2 et 3. Je vais vous demander à tous, si possible, de muter vos micros. Ce serait bien plus agréable. Merci. Il y aura les points 2 et 3 qui seront vraiment le cœur de la présentation avec pas mal de détails sur les machines planétaires. Continuer sur une partie ouverture, partie conclue, et puis vous présenter aussi notre plateforme finition. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis terminer sur la partie questions-réponses. Et je vous propose de commencer tout de suite par vous présenter nos travaux au niveau du pôle finition. En fait, on est situé sur le pôle technique donc, qui se trouve à Besançon. Et on va intervenir sur la partie optimisation des procédés. Donc, on a deux grandes thématiques. La première, c'est tout ce qui va être procédé abrasif. La deuxième, c'est tout ce qui va être plutôt procédé chimique, avec du polissage électro, de la galvanoplastie notamment. Le but de nos travaux, c'est de caractériser les procédés qui sont utilisés quotidiennement dans vos ateliers pour pouvoir en sortir des éléments de conseil concrets. Et on va aussi avoir tout un pan d'études où on va plutôt aller explorer des procédés qui ne sont pas encore répandus ou qui sont plutôt de niche pour certains ateliers. Donc en fait, on est organisé de telle manière où on vient tester hors production les machines. Euh, je vais vous demander de couper le micro si possible. Merci beaucoup. On teste hors production les machines, donc ça va nous permettre de prendre du temps où on va pouvoir tester tout un tas de paramètres, ce qui n'est pas forcément faisable dans un cadre de production. Et on a aussi toute une phase de caractérisation où on va venir mesurer les résultats qu'on obtient. Tout ça va nous permettre d'améliorer notre compréhension de ces procédés-là. Et l'idée, c'est de pouvoir optimiser l'utilisation que vous en faites au quotidien. Tout ça est compilé dans des notes techniques, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Vous avez un visuel de la page de garde de la note sur la machine planétaire. L'idée, c'est de pouvoir faire des publications, des transferts aux ateliers par différents intermédiaires. Et c'est ce que je remets là. En fait, les transferts, on peut les personnaliser. Soit on peut faire des échanges, des mails, des coups de téléphone assez rapides. Soit on peut venir directement chez vous, faire des audits en atelier, si vous voulez bien nous ouvrir vos portes. Et aussi, on peut faire des tests sur notre plateforme Finition. J'en reparlerai juste après. Et puis, au besoin, on peut évoquer d'autres moyens s'il y a la volonté. En tout cas, ce qu'on constate au niveau de nos travaux et puis des échanges qu'on a avec vous, c'est qu'il y a de plus en plus une volonté de comprendre et de maîtriser les process qui sont les vôtres, tout bonnement dans un optique d'automatiser et de recentrer le plus possible le rôle des polisseurs aux étapes qui ont quand même une plus forte valeur ajoutée.
Donc en gros, l'idée, c'est que tout ce qui peut être fait en machine, on va essayer de le faire en machine et vraiment utiliser les polisseurs là où ils ont leur vraie valeur ajoutée. Si on repart au niveau des grandes familles de machines abrasives automatiques, il y a tout ce qui va être machine à fond tournant. Donc là, on est sur du traitement en vrac, qui est quand même assez énergétique. On a les machines magnétiques qui vont intervenir généralement juste après la fonte à cire perdue pour commencer à travailler les surfaces et puis enlever les petits éléments de plâtre qui peuvent être encore présents au niveau des surfaces. Il y a les machines vibratoires qui ont des temps de cycle plutôt longs parce que leur action est plutôt douce, mais qui ont quand même un rôle à jouer dans différents types de production. Les machines plongeantes de smurithropie, donc là on est sur du traitement unitaire où les pièces sont portées une par une et on a des machines qui sont bien énergétiques. Et la famille de machines qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les machines planétaires qui sont quand même pertinentes pour tout un tas de produits. Et c'est ce qui a vraiment déclenché le webinaire qui est présenté aujourd'hui. Au niveau de ces machines à mouvement planétaire, vous avez un visuel là, de notre machine. Certains la connaissent bien, certains l'utilisent au quotidien. Vous avez aussi un visuel ici, vu du dessus de l'endroit où on vient charger les bols de la machine. Donc on a quatre possibilités sur lesquelles on peut venir mettre des bols. Donc ici, vous voyez qu'il y en a deux qui sont chargés avec des bols, avec leurs capuchons qui sont rouges, et puis euh, deux éléments dans lesquels on pourrait venir mettre des bols, mais qui restent vides. Cette machine-là, elle a donc quatre bols fermés qui ont une quantité de 1 litre chacun. Le gros intérêt de ces machines-là, c'est qu'on va avoir des vitesses de rotation qui vont être hyper importantes. Cette machine-là, on peut la régler de 150 à 500 tours par minute au niveau du plateau primaire. Donc le plateau primaire, hein, celui-ci. Donc ça va nous faire, au niveau des bols, une énergie qui va être vraiment extrêmement importante. Couplé à ça, le gros intérêt, ça va être de pouvoir utiliser des médias de toute petite dimension que vous avez aussi en photo. On va pouvoir utiliser des céramiques, des cuivres, des coquilles de noix, peu importe. Et ces médias, on va avoir possibilité, en fonction des fournisseurs, d'avoir accès à des dimensions qui vont jusqu'à 0,1 mm au niveau de certains diamètres. Donc, ça va nous faire des médias qui ont une accessibilité quasiment totale à tous les petits interstices des produits. Et le gros intérêt de ça, ça va être de pouvoir réduire les zones d'ombre, donc les zones sur lesquelles le polissage se fait peu ou pas. Un des gros points positifs avec cette énergie qui est quand même hyper importante, c'est qu'on a des temps de cycle qui sont plutôt courts. On a des bols aussi qui sont fermés, donc on va pouvoir générer une certaine quantité d'effluent, mais qui est plutôt maîtrisée. On va être inférieur à un demi-litre par bol au niveau des effluents, donc c'est relativement contenu comparativement à d'autres procédés. Il y a quand même quelques limites, notamment la taille de l'eau. On le verra juste après, quand on va commencer à vouloir mettre plus que 8-10 bagues dans chacun des bols, ça va devenir compliqué pour différentes raisons. Et une des limites aussi, ça va être la dimension des pièces. Vous voyez, ces bols, ils sont fermés par le capuchon rouge. Il y a une certaine dimension qui est de l'ordre de 45 mm. Donc, il faut que physiquement, les pièces arrivent à rentrer dans ces bols-là. Donc, ça peut être des petites limites de ce type de machine. Un des points positifs quand même, pour revenir sur les éléments positifs, c'est le cas pour toutes les machines automatisées. On a quand même des machines qui sont très reproductibles. Donc à partir du moment où on a une qualité entrante qui est relativement stable, on a une qualité en sortie qui va être prévisible et répétitive au niveau des états de surface qu'on va obtenir. Et on a aussi des machines qui sont vraiment polyvalentes. On le verra pareil aussi par la suite. On a des machines qui peuvent travailler au niveau planétaire dès la préparation, donc la reprise à l'émery qui est faite par les bijoutiers, jusqu'au brillantage des surfaces. Au niveau des types de pièces qu'on va pouvoir polir dans ces machines-là, ce que j'ai illustré par ce petit pendentif-là qui a pas mal d'éléments perlés, ça va être toutes ces géométries-là
avec des petites zones perlées ou assimilées, qui vont avoir des petits recoins difficiles à venir accéder. Donc c'est là où tous ces petits médias vont avoir un grand rôle à jouer. On a tout un tas de petits trous horlogères aussi qui vont être polissables par ces machines-là. Tout ce qui va être chaton plus ou moins gros, sertissure, avec pareil des petits recoins à venir travailler, ça va être également faisable avec ces machines planétaires. Et on peut aussi, c'est ce qui est illustré là par ce visuel-là, traiter des bagues qui ont des géométries proches de celles avec lesquelles j'ai fait l'étude dans ces machines-là. Ici, je vous illustre aussi, si vous vous concentrez sur les surfaces au-dessus, les surfaces planes, l'évolution des qualités. Donc, on a une bague en or jaune qui est issue de fonte à cire perdue, une préparation à l'émery dans un premier temps, puis après, l'état de surface en cours de polissage. Donc là, on est sur des médias en cuivre pendant un cycle humide, donc on a un état intermédiaire. Et sur la droite, vous avez l'état de surface après le polissage et le brillantage qui ont été faits avec des coquilles de noix et de la pâte à polir. Donc là, si ça vous va, on va rentrer dans un petit peu plus de détails techniques. Les pièces, avant de les mettre dans la machine, quasiment tout le temps, les polisseurs vont les émeriser. La préparation à l'émery, c'est ce qui peut prendre pas mal de temps au niveau du temps de bijouterie. Et en fait, on a voulu savoir quel impact cette émery va avoir au niveau de la première étape qu'on peut faire en machine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé des pièces émerisées avec trois émeries différents. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bagues avec une prépa au 400, des bagues avec une prépa au 800 et des bagues avec une prépa au 1500 dans la machine. Et on observe après, c'est ce qu'on voit sur la courbe, l'évolution des rugosités qui sont en abscisse en fonction du temps de cycle. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a le temps zéro, donc c'est la pièce à l'état brut qu'on vient mettre dans la machine. Donc la phase 400 a la rugosité la plus importante, la phase 800 une rugosité un petit peu plus faible, on va dire intermédiaire, et la phase qui est brisée au 1500, c'est la rugosité la plus faible. On se rend compte de plusieurs choses. Déjà que le temps de cycle est relativement court pour atteindre la valeur finale de rugosité. Et cette valeur de rugosité, on est aux alentours en RA de 80 nanomètres. Et c'est ce qu'on peut appeler la rugosité signature dans les conditions opératoires. Cette rugosité-là, elle va être quasiment identique et atteinte par les trois préparations qu'on a pu faire. Donc en fait, ça veut dire que le bijoutier qui travaille au 400, au 800 ou au 1500, la machine va amener la pièce avec la même rugosité à l'issue de cette première étape. Par contre, le temps pour y arriver va être différent et c'est là où il y a des éléments de compromis à trouver pour les ateliers entre le temps où on va vouloir dédier du temps de bijouterie, donc du temps manuel, et du temps où on va demander à la machine de prendre le relais au niveau du travail qui a été fait. Si on regarde au niveau de la surface émrisée au 400, donc la courbe en bleu, on est environ à un quart d'heure. Entre un quart d'heure et 20 minutes, on est sûr d'avoir atteint la rugosité finale. Si on fait un émrisage au 800, qui bien souvent est fait au 400 puis 800, donc là on a deux étapes d'émeri, donc un temps un petit peu plus long de prépa manuelle, on a un temps en machine nécessaire qui va être de l'ordre de 7-8 minutes pour atteindre cette rugosité finale. Donc on divise quasiment ce temps en machine par deux. Et puis après, si on vient continuer à travailler au 1500, donc là, on a un temps d'émrisage encore plus important par les personnes, on se rend compte qu'en 2-3 minutes, la rugosité finale, elle est directement atteinte. Donc en fait, il y a plusieurs intérêts à obtenir ce type de courbe. Déjà, on peut considérer ces infos-là pour envisager le traitement des zones d'ombre. Donc localement, ce qu'on peut faire, c'est que on va demander aux bijoutiers de compléter leur émrisage euh, de manière un petit peu plus poussée. C'est-à-dire que sur l'ensemble du produit, qui va être traité plutôt facilement par la machine, on va pouvoir émeriser au 800 et sur les petites zones d'ombre, leur demander de pousser un émrisage au 1500, au 2000 ou 2500 pour qu'en sortie machine, on ait un état de surface qui soit le plus homogène possible sur la pièce. On va aussi avoir une considération d'angle d'arête. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des pièces à polir sur lesquelles il va falloir conserver les arêtes le plus vifs possible. Et en fait, ça, c'est plus facilement faisable quand on va venir travailler à la main.
En fait, en tribot, plus on va laisser les pièces dans la machine, plus les arêtes vont s'arrondir. C'est des traitements mécaniques, c'est inévitable. On a forcément les angles d'arête qui vont s'arrondir. Donc en fait, c'est là aussi un élément de compromis à trouver entre le temps que je vais y passer à la main, où je vais pouvoir conserver plus facilement mes arêtes, et le temps où je passe en machine, mais où les arêtes vont être un petit peu arrondies. Et on va aussi avoir des éléments à considérer sur la perte de masse des produits. Quand vous faites de l'émbrisage, vous avez des copeaux qui sont peut-être plus facilement récupérables que les métaux précieux qui vont être dissous dans les eaux de traitement et du coup qui vont nécessiter un autre traitement pour être récupérés pendant votre affinage. Donc voilà, il y a différentes choses à considérer pour cette première étape, émbrisage manuel, et on commence à passer en machine en première étape. Un élément que je voulais aussi détailler avec vous, c'est le contenu des bols. Et là, c'est un exemple pour un cycle humide. Ici, vous avez une coupe de notre bol et de ce qu'il faut ajouter à l'intérieur. Donc, si on part depuis la fin, dans un cycle humide, on va mettre des porteurs qui peuvent être des médias en cuivre qu'on a en visuel ici, par exemple. On va mettre des abrasifs. Donc ici, on ajoute des poudres abrasives. Ici, vous aurez reconnu pour certaines références bien connues dans pas mal d'ateliers. Donc c'est des photos qui sont prises au MEB, hein, avec un énorme grossissement pour voir de manière unitaire ce qui compose les poudres abrasives. On ajoute bien souvent un savon. Les pièces à polir. Donc là, je disais, on va être sur des bagues plutôt simples dans notre configuration de bol de 1 litre à environ 8 bagues dans chacun des bols. Et bien sûr, vu qu'on est en cycle humide, on va ajouter de l'eau entre 200 et 400 millilitres pour chacun des bols. Ce qui est intéressant aussi de constater sur cette diapo-là, c'est l'intérêt de venir roder les médias. En fait, ici, vous avez des visuels au niveau des cuivres. Le cuivre de gauche est un cuivre neuf et sur la partie droite, c'est un cuivre rodé. Donc en fait, le rodage, ça va permettre d'émousser les arêtes des médias qui sont dus à leur fabrication. Ici, vous le voyez aussi sur des éléments en céramique. Vous avez les deux éléments en céramique sur la partie gauche qui sont neufs, où on voit des petites bavures, des éléments plutôt saillants qui sont dus à la fabrication de ces médias-là. Et quand on les a rodés, on a des éléments qui sont plutôt doux, émoussés. Et ça va avoir un énorme intérêt. C'est-à-dire que quand vous allez avoir ces éléments-là qui vont venir au contact des surfaces, tout ça dans un contexte où on a des vitesses de rotation qui sont hyper importantes, si vous avez des médias neufs pour lesquels vous n'avez pas forcément pris le temps de les roder, dans le cas où la prod, il faut qu'elle avance et on n'a pas forcément le temps de stopper les machines au niveau de la prod pendant un certain temps pour faire le rodage, ça peut avoir des impacts au niveau de la surface et notamment des marques de choc qui potentiellement vont pouvoir amener même des pièces plutôt KO, alors qu'en temps normal, on aurait des pièces plutôt OK. Donc effectivement, ça prend du temps, mais au final, le rodage, ça permet d'avoir une garantie de surface normalement OK après tous les cycles de tribaux. Un élément aussi qui est quasiment le seul qu'on peut régler au final sur la machine, hormis le temps, c'est la vitesse de rotation. Et c'est là aussi important de savoir quel rôle et quel impact la vitesse de rotation va avoir au niveau des surfaces. Pour faire ça, je vous rappelle, notre machine, elle est réglable de 150 à 500 tours minute. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pièce qui a été émrisée au 400 dans la machine. Et de la même manière, l'idée était d'obtenir ces courbes de rugosité en fonction du temps. Et on voit ici que donc vous avez les quatre courbes qui sont les quatre courbes sur lesquelles la vitesse augmente de plus en plus. La courbe en gris, c'est la courbe la plus faible, donc à vitesse 150, et on se rend compte qu'on a un abaissement de la rugosité pour arriver à une valeur finale où on retrouve la valeur de tout à l'heure, où on était à environ 80 nanomètres de rugosité Ra, pour un temps qui est plutôt aux alentours de 100 minutes, donc 1h40, donc un temps globalement long, et on se rend compte que plus on augmente la vitesse, plus on a ces courbes qui se décalent vers la gauche, donc ça veut dire qu'on a besoin d'un temps de plus en plus court pour obtenir la qualité, en tout cas d'un point de vue de la rugosité,
qui est de plus en plus court. Donc on pourrait se dire, forcément, c'est un élément de lecture, on va mettre tout à fond, toutes les vitesses de rotation à fond, et on obtiendra de toute façon la même rugosité finale dans le temps beaucoup plus court. Donc ça peut être valable sur certains types de produits, mais c'est ce que je mets quand même au centre de la diapo. Il faut quand même faire extrêmement attention aux chocs qui peuvent se produire. Les chocs dans les bols de machines planétaires, ils peuvent intervenir entre les médias et les pièces, bien sûr, entre les pièces et les bords des bols, et entre les pièces entre elles-mêmes. Donc en fait, nous, on s'est rendu compte que au niveau du polissage, c'est quand même intéressant de cibler des vitesses entre 200 et 400 tours par minute. Au-delà, je trouve qu'on arrive sur des risques de choc qui sont bien plus grands. Et c'est ce que j'illustre sur la photo qui est sur la droite. Vous m'excuserez, la photo, c'est toujours un petit peu compliqué de prendre en photo des marques de choc, mais ils sont pointés par les trois flèches bleues ici. Et je pense que vous voyez de toute façon de quoi on parle. C'est des choses que vous devez voir de temps en temps. Au niveau des vitesses là, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut les moduler en fonction de différents critères. Si vous avez des pièces anguleuses avec des angles droits qui vont venir impacter les pièces dans les bols, il faut vraiment réduire les vitesses à ce moment-là. Si vous voulez augmenter le nombre de pièces dans les bols, de la même manière, il va falloir penser à réduire les vitesses pour diminuer les impacts potentiels des pièces les unes sur les autres. Si vous avez aussi sur les produits des zones fragiles déformables, je pense à des chatons avec des griffes qui auraient des diamètres relativement fins, qui pourraient venir vraiment se plier, se déformer, il va là aussi falloir penser à réduire les vitesses de rotation. Au niveau de ces chocs, il y a quand même d'autres causes qui sont possibles. Il n'y a pas uniquement la vitesse qui est en cause. Ce qui peut arriver, c'est que dans les bols, on n'a pas forcément assez de médias. Donc, on a un risque de choc des pièces entre elles beaucoup plus important. Donc, si vous constatez des chocs, pensez aux vitesses, mais pensez aussi à augmenter la quantité de médias dans les bols. Et aussi, et là, c'est un petit rappel à ma diapo d'avance, si vous avez des médias qui sont pas rodés, vous avez bien vu que les angles saillants peuvent venir vraiment impacter les surfaces et créer ce type de choc qu'on a aussi en photo. Un des éléments que je voulais également partager avec vous, c'est les machines planétaires. Le gros intérêt qu'elles ont, c'est vraiment d'abaisser les rugosités, de faire un gros travail de lissage, de polissage, pour avoir les surfaces les plus lisses possibles à l'issue. Mais on peut aussi compléter ces traitements-là avec une étape de brillantage. Ce qu'on peut faire, et d'après moi, il y a deux approches qui peuvent être intéressantes, c'est une étape en humide où on va réutiliser, par exemple, c'est ce qu'on voit sur la gauche de la diapo, des médias en cuivre et du savon, ou alors une deuxième approche, ça va être d'utiliser dans des bols des coquilles de noix avec de la pâte à polir. En fait, ces deux approches, elles sont plutôt valables, mais il y a des éléments qui les distinguent. Au niveau des médias de polissage en cuivre, c'est plutôt facile, je pense, d'un point de vue production, puisque la personne, l'opérateur qui est présent devant la machine, en fin de cycle de polissage, rince la charge, enlève tout ce qui va être eau de traitement et poudre abrasive, et vient refaire un bol avec uniquement des cuivres, de l'eau, du savon et les pièces, et relance un cycle. Et là, on a une brillance qui va commencer à évoluer. Au niveau des courbes, que je vous détaille quand même, on a ici maintenant en ordonnée la brillance. C'est des choses que nous, on mesure avec un spectrocolorimètre. Et on a une unité de brillance qui est en UB, donc unité de brillance, ou pour les Anglais, c'est en GU, gloss unit. Et en fait, c'est globalement une échelle qui va de 0 à environ 2000, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces valeurs-là. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que notre valeur initiale de la courbe à T0, de notre cycle de brillantage, on est à environ 400 unités de brillant. Donc là, on est en fin de cycle de polissage qu'on a fait avec des cuivres et de la poudre abrasive de manière plutôt classique, dont on a des pièces plutôt ternes. Et pendant ce cycle de brillantage, on va arriver à environ 1200, donc on va multiplier par 3 la brillance obtenue au niveau des pièces. Donc ça, c'est un début de brillance qu'on peut obtenir avec les cuivres. Un élément complémentaire, et là on va passer sur la courbe plutôt à droite, qui peut être intéressant, ça va être d'utiliser des coquilles de noix et de la pâte à polir, où là on se rend compte que si on repart de notre brillance de 1200, on va pouvoir
en fonction de la pâte à polir qu'on va utiliser, parce que c'est la pâte qui va donner globalement la brillance au produit, on va pouvoir réaugmenter encore la brillance qu'on va obtenir au niveau des produits, pour obtenir une brillance de environ 1600, voire un tout petit peu plus. Et je sais que ça parle relativement peu, c'est pour ça que vous avez une photo sur la partie basse de ce que ça peut se donner sur notre pièce, et on se rend compte qu'on a vraiment une brillance qui est quand même assez intéressante au niveau des produits. Ce qui peut être aussi intéressant à considérer sur les deux courbes, vous l'avez vu, c'est que peu importe notre préparation de départ, que ce soit fait au 400, au 800 ou au 1500, en fait, notre brillance, elle n'est pas du tout impactée par ça. Donc on aura quelque chose de relativement homogène sur le produit. Ce qu'il faut considérer quand même d'un point de vue organisation dans l'atelier, c'est que ça va être un tout petit peu différent. Si vous allez sur la partie avec les cuivres, c'est relativement simple à gérer parce que vous avez les mêmes références de produits. Il n'y a pas forcément d'autres médias à ajouter. Tandis que si vous allez vers une étape de brillance avec des coquilles de noix et de la pâte à polir, ça fait tout de suite une référence en plus de médias à mettre en œuvre, à, comment, à considérer, à utiliser et à entretenir. Donc, avec les coquilles de noix et les pâtes à polir, une différence aussi, c'est qu'on est sur des cycles secs. Donc là, c'est bien d'avoir des bols qui soient dédiés à ça, parce qu'on va être avec les pâtes à polir sur des bases grasses aussi, qui vont du coup tapisser l'intérieur des bols et qui pourraient être un petit peu problématiques si on vient réutiliser ces mêmes bols pour des cycles en humide. Donc c'est là où il va falloir scinder un petit peu les choses en fonction de l'approche que vous souhaitez suivre. Mais en tout cas, avec les pâtes à polir, on voit qu'on peut apporter un complément de brillance à ce qui est fait relativement classiquement avec les médias en cuivre. Cette partie-là était plutôt détaillée. Le but, c'était pas non plus de détailler tous les éléments que vous allez découvrir et puis qui sont condensés dans la note, mais je vais quand même en évoquer quelques-uns. Ce qui vous reste à découvrir dans la note, il y a pas mal de conseils de mise en œuvre. Sur les cycles humides puis secs, le rodage des médias, il y a plus d'infos que ce que j'ai détaillé ici. Il y a aussi un gros bloc, et c'est le cœur de la note, sur comment définir une gamme de polissage efficace. C'est ce qui nous intéresse tous. Partie prépa des surfaces, le volume d'eau, son impact, le savon, les quantités, le choix de la poudre abrasive, comment générer des successions d'étapes efficaces pour que les suites d'opérations se succèdent de la meilleure manière possible. La synergie homme-machine, donc c'est là, c'est toute cette histoire de compromis entre la préparation que vont faire les polisseurs, le complément que va pouvoir être fait en machine et ce qui va rester à faire par les bijoutiers. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi détaillés. Et puis, il y a une partie sur la gestion des effluents qui sont nécessaires. Je vous ai mis aussi un exemple sur une gamme, un exemple pardon, de gamme sur une bague pavée multirang en or gris, dont vous avez le visuel là. C'est une gamme que je propose qui tient en 3h30 de traitement en machine. Donc on est à moins d'une demi-journée de traitement au niveau de ce type de produit-là. Il y a aussi un gros bloc qui est quand même assez intéressant, c'est les problématiques courantes qu'on peut rencontrer en atelier avec ces machines-là, les machines planétaires, et leurs solutions potentielles. Donc ça, je vous invite à aller le consulter. Et puis, il y a un paragraphe aussi sur la partie RSE du procédé. Si on essaye de faire un résumé, et je pense que ceux qui sont équipés de ce type de machine s'en rendent bien compte, on a des machines de tribaux, quelles qu'elles soient, les machines planétaires, mais les fonds tournants, les smuritropies, en fait, qui sont vraiment très performantes dans leur zone d'efficacité. Et en fonction des réglages optimaux qu'on va avoir sur ces machines-là, euh, du moment où on maîtrise les paramètres process, on a bien 80% des étapes de finition qu'on peut transférer à la machine et elle va vraiment pouvoir prendre le relais de ce qui peut être fait par les bijoutiers. Donc en fait, à mon sens, elles sont aujourd'hui essentielles dans la production actuelle d'un atelier. On a vu le polissage peut être rapide, de l'ordre d'un quart d'heure, quelques dizaines de minutes. Il est vraiment intensif et plutôt polyvalent, puisqu'il est efficace de la prépa à l'émery jusqu'au brillantage. On a des temps de cycle qui sont souvent inférieurs à la demi-journée,
Ça, c'est vraiment un gros point positif. Ça permet vraiment d'éviter les gros goulets d'étranglement des produits pour pas les monopoliser à l'atelier finition. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Avec les machines planétaires, les tout petits médias dont je parlais il y a quelques diapos, ça va nous permettre vraiment de diminuer, voire supprimer les zones d'ombre en fonction des géométries des produits et de fait de pouvoir réduire les temps de reprise manuels. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et dans un monde idéal, la suite d'opérations, c'est celle qui est sur la frise là. Vous avez votre fabrication, que ce soit de l'usinage, la fonte ou autre, peu importe. Tout de suite après, il y a une reprise manuelle, du sablage, de l'emerie, autre chose, une combinaison. Et après, il y a vraiment toute cette partie polissage, brillantage qu'on peut confier aux machines. Elles sont vraiment performantes pour faire ça. Et après, il y a bien sûr un avivage manuel parce que les machines, aussi performantes soient-elles, elles ne remplacent pas ce que peut faire un bijoutier. Ça, c'est clair. Par contre, c'est là où il a son rôle et sa forte valeur ajoutée à apporter sur l'avivage manuel pour donner vraiment l'éclat au produit et la retouche potentielle de petites zones d'ombre, ce qui arrive quand même sur certains produits en fonction des géométries. Donc vraiment, on a des machines qui sont le relais de ce que peuvent faire les bijoutiers et les polisseurs aujourd'hui. Un petit mot au niveau de notre base documentaire. En fait, elle est présente sur notre site, donc francecla.fr. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Déjà parce qu'il est bien fait, il y a plein d'infos, c'est relativement riche. Il y a aussi tous nos documents. Je parlais des notes techniques, des rapports d'essai qui sont consignés sur le site. Vous pouvez aller les consulter. C'est la capture écran que je vous ai mis là. Vous allez sur la partie thématique, performance industrielle. Et là, vous vous balayez dans toutes les publications qui sont disponibles. Il y a tout ce qui a trait à la finition, mais aussi les autres sujets qu'on traite à France Éclat. Je pense à la fonte à cire perdue, à l'horlogerie, à la fabrication additive. Donc il y a vraiment tous les sujets qu'on vient traiter là. Et au niveau de la finition plutôt abrasive, je vous ai mis ici, il y a 3 notes qui sont, je pense, assez intéressantes à consulter pour vous. Il y a une partie sur le sablage esthétique des pièces, une partie où le travail que je vous présente là sur les machines planétaires, j'ai fait le même travail sur les machines vibratoires circulaires. Donc là, de la même manière, tout est consigné dans une note. Et aussi, la dernière que je vous ai mise là, je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Elle définit toutes les bases de la tribo avec toutes les généralités, tout ce qu'il faut comprendre et connaître pour vraiment arriver à maîtriser ou avoir un socle, on va dire, de connaissances au niveau de la tribo. Donc voilà, je vous invite à aller consulter nos publis au niveau du site internet. Je voudrais aussi vous parler de nos travaux actuels. Nos travaux actuels, on a une actualité bien riche au niveau de la finition. Le premier élément, et il est en lien direct avec la partie machine planétaire, ça a été un travail de comparaison d'autres médias de petite dimension. C'est les médias que vous avez sur le visuel en bas à gauche. J'ai testé 4 médias où l'ordre de grandeur c'est 0,25 mm. Donc on a des dimensions encore très petites. L'idée derrière ça, c'était que les cuivres qu'on met dans les machines planétaires sont hyper performants. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Par contre, ils sont relativement chers, ils s'usent très vite, ils nécessitent un traitement des effluents qui parfois est relativement complexe. Donc l'idée, c'était de tester d'autres médias d'un point de vue performance. Et on se rend compte que on a des références de médias qui peuvent nous permettre d'arriver à des qualités équivalentes à ce qu'on peut obtenir en cuivre. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on pourra partager. On a une partie forcément sur le traitement des effluents humides qui sont générés pendant les cycles de Tribo. Il y a une partie aussi sur l'optimisation, comment utiliser au mieux les médias organiques. Donc là, on est sur les coquilles de noix et les pâtes à polir. On a un POC, donc c'est une preuve de concept sur l'automatisation du sablage avec un Kobo. Donc c'est le visuel que vous avez au centre, où là, en fait, on a, donc c'est en cours aujourd'hui chez nous, c'est une machine qu'on a à Besançon, donc vous pouvez aussi venir la voir. On a un bras robotisé qui est anthropomorphe, donc qui peut reproduire tous les mouvements d'un bras humain, qui vient porter la pièce à sabler et qui rentre dans la cabine de sablage qui est ici, bleue sur la gauche, et qui vient faire les mouvements. Donc il y a aussi toute une partie sur ce projet-là
captation de mouvement qui est faite par les personnes, qui est aussi assez intéressant à considérer. Il y a aussi en ce moment des tests sur le polissage du titane. Polissage du titane sur des pièces qu'on vient imprimer chez nous en fabrication additive. Donc au niveau du polissage, il y a des tests en poly manuel, en tribo, en polyélectro et en polissage plasma aussi qui vont arriver. Et on a aussi une grosse actualité sur le nettoyage des produits. On a rentré une ligne de nettoyage qui est composée de 4 bacs ultrasons, 2 bacs lessiviels et puis 2 bacs de rinçage plus un sécheur, sur laquelle on va faire une étude aux étapes de polissage et avivage. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de commencer chez nous. Donc la salissure au niveau des produits, ça va être de la pâte à polir. Et on a aussi sur cette étude un moyen de caractérisation de la propreté qu'on a acheté et qui peut aussi être intéressant pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas aussi à me consulter sur cette partie-là. Et enfin, je terminerai sur cette diapo-là. Il faut que je vous parle de notre plateforme Finition. En fait, même si on suit toutes les grandes lignes, toute la théorie de la tribo, ça reste quand même un procédé applicatif. Il faut tester pour se rendre compte de la qualité qu'on peut obtenir. C'est ce qu'on propose par l'intermédiaire de notre plateforme Finition. Donc ici, vous avez un visuel des machines qu'on a. Vous avez au centre la machine planétaire. On a des fronts tournants à dispo. Une machine à vibrateur circulaire, on a du polymagnétique, on a la possibilité de faire du sablage manuel, mais aussi automatisé maintenant. On a des machines de polissage électrochimique de manière unitaire et aussi en vrac désormais. Et on a aussi tous les moyens de caractérisation qui m'ont permis de sortir les courbes que je vous ai présentées précédemment. Donc n'hésitez pas à mettre notre plateforme à contribution. En fait, on peut mettre à dispo nos machines sur vos pièces. Et en fait, ce qu'on fait, il y a plutôt 3 éléments. C'est soit vous avez une nouvelle pièce, vous vous questionnez pour mettre au point une gamme complète, vous pouvez nous envoyer les pièces, on travaille une gamme ensemble, on vous ressort la qualité et on vous transfère la gamme que vous pouvez directement mettre en prod ensuite. Si vous avez aussi une gamme existante, vous vous posez des questions, pourquoi cette étape-là, elle dure 2, 3 heures alors qu'on a l'impression qu'elle n'apporte pas grand-chose, on peut venir retravailler des gammes existantes chez vous. Et on peut aussi, si vous avez la volonté d'acheter des machines qu'on a à disposition, vous faire des essais et vous montrer avant achat le potentiel des machines et ce que vous serez en mesure d'attendre en termes de qualité et d'efficacité sur vos pièces. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je vous propose de passer à une partie questions, réponses, échanges, réactions sur cette thématique-là. Oui, Oui, bonjour. allez-y, on vous écoute. On D'accord. vous écoute. Tout à l'heure, vous avez parlé de unité de brillance qui allait de 1 à 2000, je crois. On considère qu'un polymiroir fini classique en joaillerie, on arrive à combien en fait? Alors, en général, encore une fois, c'est sur la machine qui est la nôtre, mais là, ça va être impacté par la couleur du métal aussi qu'on va polir et du coup qu'on va mesurer nous. On est plutôt au-dessus de 1800 en général dans ce qu'on va venir mesurer sur une partie vraiment polymiroir qualité finale attendue. Ok, très bien. C'est des Donc, mesures que vous avez déjà pu faire, enfin, n'hésitez pas à non, non, préciser. en fait, j'avais pas de mesure en tête justement, et c'était vraiment par curiosité. Donc, vos machines, elles arrivent à 1600 quand on Oui, utilise des médias organiques et pâte à polir. Ça veut dire que derrière, il faut quand même encore un avivage pour arriver à un poli. En fait, du coup, ma question, c'est oui, effectivement, après l'utilisation de la machine, il faut quand même qu'un polisseur finisse la pièce. c'est l'idée, en tout cas, c'est ce qu'on voit. On a une qualité qui est quand même très avancée et très aboutie. Ça peut convenir sur certaines typologies de pièces, ça peut convenir sur des petites zones qui vont être visibles, mais un petit peu moins que l'extérieur du produit sur lequel on va vouloir mettre la qualité en avant. Donc en fait, oui, nous, on se rend compte qu'il y a besoin d'un avivage manuel. Ça, c'est plutôt clair. Après, la valeur de 1600 que je présentais, il faut la prendre relative
parce qu'il y a des pâtes qui vont permettre un petit peu plus, des pâtes un petit peu moins. Et en tout cas, il y a souvent, voire tout le temps, besoin d'un petit coup d'avivage. Mais là, ce qu'on voit, nous, c'est qu'en termes de temps, en fonction de la géométrie des produits, encore une fois, mais quelques secondes d'avivage par une personne, et c'est largement suffisant. Julien, quel est le nom de la machine pour mesurer la brillance? Alors, c'est un spectrocolorimètre que nous, on utilise. Et c'est une machine qui permet de mesurer les couleurs dans un premier temps, et puis qui a une partie qui nous permet de ressortir une valeur de brillance. Voilà. C'est des machines Parlez- aussi qu'on a à disposition. Et si vous souhaitez juste faire des mesures d'évolution de rugosité en fonction de l'avancement de vos opérations, c'est ce qu'on fait avec certains ateliers pour venir caractériser l'avancement à chaque étape, en rugosité puis en brillance dès que ça devient pertinent. C'est des choses aussi qu'on peut faire chez nous. Je vous ai également mis dans le chat un petit questionnaire satisfaction. Il y a 3 questions, ça va très vite, hein, pour nous aider à nous améliorer et à répondre toujours plus à vos attentes. Donc n'hésitez pas à aller le remplir. Une autre question, que pensez-vous de l'utilisation des médias en oxyde d'alumine comme substitut du cuivre? Alors, c'est des choses qui peuvent fonctionner. C'est ce que j'ai précisé sur une des diapos. On pourra en reparler si besoin est pendant un contact dédié là-dessus. Mais on a pu tester des choses sur des médias qui s'appellent UP ou RUP, ça dépend comment on veut les appeler. Euh, c'est des choses qui marchent bien, qui marchent de la même manière d'un point de vue qualité sur les produits que ce qu'on est en mesure d'attendre avec les cuivres. Par contre, on a un coût qui est X fois inférieur à ce qu'on pourrait avoir avec les médias en cuivre. Et après, donc ça, c'est la qualité qu'on obtient sur les surfaces. Par contre, il faut mettre en face aussi le traitement des effluents, soit que vous sous-traitez, et là, c'est pas un problème, c'est votre sous-traitant qui se débrouille avec ça, soit c'est vous qui le faites en interne, et le traitement des effluents chargés en cuivre est différent des effluents qui vont être chargés en aluminium, mais ça, c'est des choses plutôt chimiques sur lesquelles on a des travaux qui sont encore en cours. Mais d'un point de vue qualité, ces produits-là peuvent vraiment être un substitut aux médias en cuivre, ça c'est clair. J'avais le mode présentateur, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup plus de questions au niveau du chat, hein. Ouais. Alors, on a Benoît qui commençait par nous dire bonjour et qui nous précise qu'en mélangeant pâte à polir et coquilles de noix, les coquilles sont-elles utilisables plusieurs fois et si oui, comment les nettoyer? Alors oui, oui, bien sûr, les coquilles de noix, c'est inconsommable, mais qu'on peut réutiliser une bonne dizaine d'heures, voire plus, voire même beaucoup plus en fait. C'est juste que les coquilles de noix, en fonction de ce que vous achetez, il y a des coquilles de noix qui sont brutes, et il y a des coquilles de noix qui sont déjà pré-imprégnées d'une certaine pâte à polir. Donc en fait, quand elles sont pré-imprégnées d'une certaine pâte à polir, vous pouvez les utiliser tout de suite. Vous avez la qualité directement. Quand elles sont brutes, c'est vous qui faites votre mélange. Et les coquilles de noix, vous leur mettez la pâte à polir que vous souhaitez dessus. Donc vous pouvez directement avoir une pâte à polir plutôt de polissage ou de brillantage. Et les coquilles de noix, bien sûr, on va pouvoir les réutiliser sur X cycles, mais c'est des produits qui s'entretiennent. Et en fait, c'est le même parallèle que ce que vous voyez faire au niveau du polissage. Quand vous voyez le polisseur qui polit sur son coton, qui met de la pâte à polir, il polit une, deux pièces, il remet de la pâte, il recharge, il recharge, il recharge. Et en fait, au niveau des coquilles de noix, c'est exactement la même chose. On met de la pâte au niveau des coquilles. En fait, la pâte, elle vient se mettre sur le pourtour de la coquille de noix, mais elle est utilisée pendant les cycles. Et petit à petit, vu que c'est inconsommable, il faut remettre de la pâte à polir régulièrement. Et ça se fait tous les X heures. Ça dépend de pas mal de choses, des machines, des pièces, de à quel point ça va chauffer. Ça va s'user plus ou moins vite. Et en fait, les coquilles de noix, au bout d'un moment, elles sont quand même, vous allez voir, elles sont noircies, vraiment noires en surface. Là, c'est que clairement, il est temps de les remplacer et de repartir sur une nouvelle charge. En On va tout cas, enchaîner avec ouais, les les questions de coquilles, Mickaël qui sont en juste lien. ça, Ouais. ça se rince pas, hein, Sur, juste pour préciser. Ouais. sur une perte éventuelle d'efficacité selon l'usure des médias et comment compenser au niveau des réglages cette dégradation. Hmm. Alors, forcément, les médias, ils vont s'user et diminuer en dimension.
Par contre, si on parle des cuivres, j'espère que c'est ça la question, les cuivres vont rester de toute manière efficaces. Par contre, l'évolution de dimension va être problématique si vous avez par exemple des trous ou des éléments de sertissure dans lesquels en fait les médias vont pouvoir venir s'insérer et se bloquer, soit de manière unitaire, soit de manière multiple. Donc en fait, c'est là où ça peut être un petit peu problématique. Par contre, l'efficacité des médias, nous, ce qu'on a pu voir, en tout cas dans nos conditions d'essai, c'est qu'elle reste relativement constante, même si on vient recharger, nous, pour rester sur une masse constante de médias. Et en fait, une masse ou un volume, ça dépend comment vous réglez votre machine, il faut quand même stabiliser ces choses-là pour, dans l'idéal, stabiliser la qualité des produits. Petite question de Brioc, est-ce qu'on peut inclure plusieurs métaux ensemble? Polir de l'argent et de l'or en même temps, je pense que c'est ça la question. Ça peut être le cas. J'aurais tendance à dire que c'est pas forcément la meilleure idée parce que les savons qu'on vient ajouter dans les bols, bien souvent, sont spécifiques à la matière qu'on va venir polir. Donc, à mon sens, c'est quand même mieux de séparer des métaux qui sont quand même assez éloignés quand on a de l'or et de l'argent, voire même du titane, hein. Les médias sont totalement différents. Il vaut mieux séparer les choses pour éviter toute problématique. Mathias s'interroge sur les dimensions. Est-ce que ce sont des machines imposantes ou relativement compactes par rapport à un fond tournant? Et après, une question également sur les coûts d'acquisition de ces machines Ok, par rapport à une Tribot circulaire à fond tournant. ouais. Du coup, la machine que je présentais, je sais pas si ça a été visible, elle fait 0,7 mètres carrés. Donc après, voilà, je vous laisse évaluer ce que ça fait. On est sur 95 centimètres, je crois, par 70, quelque chose comme ça, et puis sur un bon mètre en hauteur, une fois le capot ouvert. Donc c'est relativement restreint, même si ça prend une certaine place. Je sais que pour certains ateliers parisiens, c'est plutôt compliqué, mais on est quand même sur une machine qui est plutôt compacte dans sa configuration physique. D'un point de vue prix, la machine, quand on l'a eu, l'offre de prix en 2021, on était sur un équivalent à 35 000 francs suisses. Aujourd'hui, il faudrait faire une demande à votre fournisseur actualisé. C'est eux qui auront les réponses. Est-ce que ça peut remplacer les vibrateurs et le tonneau ou est-ce que c'est à utiliser en parallèle? Et là, c'est peut-être l'occasion de redire qu'il y a une autre technique qui compare toutes les technos. Ouais, bien sûr, il y a la note dont je parlais tout à l'heure qui permet de comparer toutes les technos dans les grandes lignes sans rentrer vraiment dans tous les détails parce que c'est l'objet des notes complémentaires, notamment celle-ci. Alors, ça, en fait, tout est fonction des pièces sur lesquelles on va vouloir intervenir. Les machines, les familles de machines, il y en a cinq, hein, et si on parle des fonds tournants, des vibrateurs et des planétaires, en fait, elles ont des zones d'efficacité qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent aussi se chevaucher. Donc, en fait, ça va dépendre à chaque fois des produits. Là, on pourrait en reparler directement en fonction des géométries des pièces si vous voulez me les transférer après. Et je pourrais vous orienter, mais ce qu'on peut faire en machine planétaire, on peut en faire une partie en fond tournant et on peut en faire une partie en vibrateur et inversement, mais en fait, la réponse, elle est trop impactée par les géométries des pièces. Je ne peux pas donner une réponse tranchée. Question de Sophie sur la différence entre polissage avec média cuivre et brillantage avec média cuivre. Oui. Et ne peut-on pas enchaîner les deux étapes avec un temps de traitement allongé? Alors, les médias en cuivre, on peut les utiliser du polissage au brillantage. Donc le polissage pour vraiment lisser les surfaces, diminuer toute la rugosité, voire même la supprimer, arriver quasiment à des rugosités de, pas de zéro, mais des valeurs très très basses. Et donc ces médias cuivre, en fait, on les utilise, mais avec une poudre abrasive. C'est la combinaison des deux qui va donner quelque chose d'efficace et d'abrasif pour le coup. Et après, ces médias en cuivre, vu que leur rôle n'est pas forcément d'être abrasif, mais c'est un porteur, on peut les utiliser aussi en brillantage. Mais quand on veut les utiliser en brillantage, il faut enlever les poudres abrasives qu'on a mis au cycle de polissage précédent. Donc en fait, on ne peut pas allonger une étape pour se dire au bout d'un moment ça passe en brillantage. C'est vraiment deux étapes bien séparées où on va en fin de polissage rincer l'ensemble de la charge, enlever toute la poudre abrasive, sinon elle va continuer son office de poudre abrasive. Et après, on refait un bol
neufs avec des cuivres, mais qui peuvent être les mêmes, rincés, auquel on vient ajouter du savon, et là on part sur une étape de brillantage, donc on fait le polissage puis le brillantage ensuite. Et une dernière question de Thierry, sur les fournisseurs à recommander, contactez Julien, il le fera avec vous en one-to-one, mais on n'est pas forcément là pour faire de la pub à certains fournisseurs devant tout le monde. Par Ouais, contre, qu'en plutôt. est-il de l'utilisation de ces processus dans la production de composants horlogers? Ouais, il faudrait peut-être préciser un tout petit peu la question, mais en tout cas, c'est des machines, le fournisseur qu'on a nous, en tout cas, j'ai mis en photo toutes les petites roues horlogères, mais il y a tous les éléments plutôt cylindriques, des petites tiges, alors pas forcément les noms exacts de chacun de ces éléments-là, mais il y a beaucoup de produits, de petits produits horlogers qui peuvent passer dans ces machines-là. On est aussi sur les éléments de bracelets métalliques qui peuvent aussi passer dans la machine, tout ce qui va être fermoir, etc. Par contre, si on vient réfléchir à tout ce qui va être carrure, là, ça va être relativement gros pour passer dans ces machines-là, et encore que les modèles féminins soient un petit peu plus fins, mais c'est pas forcément la machine la plus adaptée pour faire ce travail-là, et on a bien souvent au niveau des carrures des angles à venir garder, donc pas forcément la machine la plus adaptée. Mais en tout cas, il y a plein de petits composants liés à l'horlogerie qui sont polissables avec ce type de machine-là, ça c'est clair. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de la question, Bertrand? Ouais, alors, il reste on va prendre deux dernières questions, puis après on s'arrêtera pour tenir le contrat qu'on s'est fixé de ne pas vous mobiliser plus d'une heure. Comment développez-vous les gammes de fabrication sur de nouvelles pièces? Je précise, partez-vous d'une pièce brute avec un traitement temps comme limite, l'arrondissement des angles. Alors, les gammes de fabrication, je pense que c'est plutôt la gamme de finition. Finition, ouais, finition Ouais, des nouvelles pièces, ouais. donc les gammes de finition, en fait, bah, justement, au final, nous, notre plateforme, ça permet de mettre toute notre expertise et puis tout le bagage qu'on a accumulé à force de faire des tests et des essais avec certains ateliers, euh, de, de prendre justement tout ce bagage technique et de le mettre à contribution pour arriver à polir certains des nouveaux produits que vous nous confieriez. Et en fait, on va s'adapter à chaque fois à votre demande. Soit, et c'est ce que je montrais dans notre présentation de la plateforme, on a plusieurs types de machines. Donc, soit pour répondre à vos interrogations, si vous avez que du fond tournant et que vous nous demandez de faire une mise au point de gamme que sur du fond tournant, ben, on va le faire. Si vous nous dites, on a une création d'atelier, on est un petit peu nos limites en machine, montrez-nous ce qu'on peut faire. On va aller cibler là où les machines les plus performantes. Et en fait, à chaque fois, il y a des liens avec vous, forcément aux étapes intermédiaires, pour s'assurer que la gamme qu'on met au point, elle respecte toutes vos contraintes. Que ce soit bah, ce qui est listé en termes de temps, d'arrondissement d'angle, c'est toujours des échanges qu'on mène petit à petit à mesure qu'on vient mettre au point ces gammes-là. Et une dernière question, les pièces déjà serties peuvent-elles être incluses dans les bols? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, sans trop de problèmes, ça, il n'y a pas forcément de souci. Euh, Ce qui peut être une petite limite, c'est là où l'intérêt des tout petits médias devient peut-être un point négatif, c'est que ces tout petits médias, est-ce que physiquement ils vont pouvoir se mettre dans des zones qui après sont compliquées sous les pierres, par exemple, c'est là où ça peut être une petite limite, mais cette limite-là, au final, on peut la compenser en prenant des médias de taille adaptée. Et il n'y a pas forcément trop de problèmes. Donc ça va dépendre des pierres, bien sûr, pour que les réactions avec la chimie qu'on va mettre dans le bain se passent de la meilleure manière possible. Mais oui, on peut passer des pièces qui sont serties dans les bols, ouais, ça c'est clair. Top. Merci Julien. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à remplir le petit enquête de satisfaction pour qu'on puisse œuvrer à améliorer le format en fonction de vos retours et de vos attentes. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir, merci.